Bonjour à tous, merci à vous mesdames, messieurs d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Droit de réponse, votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets d'actualité parus dans la presse en semaine sur Equinox Télévision. 3 sujets au centre de nos débats ce jour. Premier arrêt, la controverse née de la publication par Elections Cameroun du nombre de personnes inscrites sur la liste électorale au 14 juillet 2017. Moins de 120 000 personnes de janvier à juillet 2017 et toujours moins de 6 500 000 sur l'ensemble des personnes enrôlées à ce jour. Des chiffres jugés bas, trop bas par certains, au point où la presse se demande cette semaine s'ils sont exacts, ces chiffres-là. S'ils sont donc exacts, des préoccupations qui arrivent alors que dans l'opinion publique et dans l'opinion publique donc et chez les politiques, les questions donc et les priorités pour des élections fiables divisent alors qu'un groupe appelle à l'inscription massive sur les listes électorales, un autre prône pour le changement du code électoral. On voit tout cela dans cette édition de Droit de réponse. Nouvel épisode dans l'affaire Aya Paul Abinet, le magistrat hors hiérarchie a saisi cette semaine le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire afin que celui-ci constate et déclare arbitraire donc sa privation de liberté. Que peut-on attendre de cette organisation? Est-ce que cette organisation peut donc faire avancer cette affaire Aya Paul Abinet qui embarrasse tout donc le corps judiciaire du Cameroun? Comment va donc se prendre le groupe de travail sur la détention arbitraire sur cette affaire alors que le procès n'est pas encore ouvert? Autant de questions que nous poserons tout à l'heure à nos panélistes. Et avant de refermer cette édition de Droit de réponse, un tour de table sur un autre sujet qui a fait la une de la presse la semaine dernière, mais également cette semaine. Il s'agit du dernier rapport de Amnesty International. Le sujet, vous l'avez certainement entendu, avait fait les choux gras de la presse toute la semaine dernière. Nous appellerons donc nos panélistes à donner leur avis sur ce rapport dans cette édition de Droit de réponse. Mais avant tout ceci, voici la revue de presse de ce dimanche avec vous, Donald Agnozoa. Bon dimanche à vous. Bonjour Albertine et bon dimanche. La nouvelle expression dans sa parution du mardi 25 juillet 2017 fait la part belle à la crise de dialyse en faisant savoir en sa une que 9500 kits étaient déjà disponibles à Yaoundé. L'annonce de cette disponibilité des kits est intervenue après de nombreuses promesses faites par le ministre de la Santé publique aux hémodialysés. À l'hôpital général de Yaoundé par exemple, certains patients souffrant d'insuffisance rénale ont aussitôt été pris en charge par le service de néphrologie et hémodialyse de cet établissement hospitalier à capitaux publics. La crise anglophone a aussi meublé les colonnes de la nouvelle expression cette semaine. Et c'est Paul Aya qui saisit l'Organisation des Nations Unies. L'ancien avocat général près la Cour suprême a dressé une missive au groupe de travail des Nations Unies aux droits de l'homme. Aya Paul Abinet, de par cette saisine, demande au groupe de travail de la détention arbitraire du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme de mettre en place une procédure spéciale pour intervenir au Cameroun. L'information n'a pas fait la une de la nouvelle expression cette semaine, mais le journal fait savoir que Cabral Libi serait victime d'intimidation. Celui qui a plus de 5 ans durant occupé les fonctions de directeur adjoint de Radio Campus, la chaîne universitaire de Yaoundé 2, ASSOA, a été limogé par le nouveau recteur de cette université. Le professeur Adolphe Minkwaché a pris cette décision au sortir de la première réunion du conseil d'administration de l'institution sous son règne. La nouvelle expression, dans sa progression de parution et parlant du naufrage de Bakassi, fera savoir que la nation pleure les morts sans Paul Biya. Ici, devant le président de la République, chef suprême des armées, qui a donc décrété 2 jours de deuil national en hommage aux victimes du navire du ravitaillement de l'armée qui a sombré avec 34 occupants à Bakassi. Mais seulement, le chef de l'État ne fera pas l'honneur de présider personnellement la cérémonie, chose qui a été faite par son ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomon. C'était donc à la base aérienne de Douala. Et puis, Info Matin s'est aussi intéressé au naufrage de Le Mundemba, nom de baptême du navire qui a chaviré avec 34 occupants. Le quotidien scrute le décret du chef de l'État signé jeudi dernier, instituant 2 jours de deuil national en hommage aux victimes. Occasion pour la nation de s'incliner devant la mémoire des vaillants soldats qui ont perdu la vie dans les eaux territoriales camerounaises vers Dibunja, dans la région du sud-ouest. Info Matin s'est aussi intéressé à la gestion des finances publiques avec cette chambre des comptes qui esquive donc les gros poissons dans son rapport annuel de 2015 rendu public au cours de cette semaine finissante. L'institution parle davantage
davantage des petits fonctionnaires, sans les citer nommément. Les secteurs de l'éducation de base, des enseignements secondaires et de la santé publique par exemple, ont dépensé au cours de l'exercice budgétaire 2014 plus que leur dotation finale. Et puis Repère quant à lui a marqué un arrêt cette semaine sur le décès de Monseigneur Cléda en mettant en sa une Monseigneur Cléda, la clé de l'enquête. La belle rime qui retranscrit cette plume fait donc savoir que le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun soutient mordicus la thèse d'un assassinat de l'évêque de Bafia. Son témoignage à la police et à la gendarmerie chargée de l'enquête pourrait à coup sûr aider à la manifestation de la vérité, écrit Repère. Le quotidien Émergence, qui a parlé des inscriptions sur les listes électorales cette semaine, s'interroge. Elecam a-t-il menti sur ces derniers chiffres? Après 7 mois, il n'y a que 117 750 personnes qui se sont inscrites. Qui est donc responsable de cet échec? 11 experts en matière électorale s'affrontent sur le sujet. Nous appelons Émergence. Cameroun Tribune est aussi dans les arcanes du Conseil électoral et fait savoir qu'il faut respecter la loi. Le quotidien gouvernemental fait allusion aux prescriptions du premier président de la Cour suprême qui a présidé la cérémonie de prestation de serment des 3 nouveaux membres de l'organe chargé du processus électoral et référendaire. Daniel Mokobesone leur a rappelé l'impératif du respect de la loi électorale, un texte avec lequel il ne faut pas transiger, a-t-il martelé. Le quotidien Le Jour, pour sa part, fait savoir que Paul Biya invite le président de la CAF à Yaoundé. À propos de l'incertitude sur la CAN 2019, le président de la République rentre en jeu et veut rassurer l'instance fêtière sur la capacité de son pays à organiser la nouvelle formule de la Coupe d'Afrique des Nations. Le quotidien Bleu, pour parler toujours de Le Jour, a accordé une interview à Paul Aya. L'ancien avocat général près la Cour suprême parle de l'action qu'il vient d'engager à l'ONU au sujet de son arrestation. L'actuel résident des cellules du CED dit qu'il est victime d'un acharnement politique. Voilà donc, Albertine, une vue synoptique des sujets traités par la presse cette semaine. Merci à vous, Donald Agnozoa, et bon dimanche. Merci, Albertine. Alors, nous allons découvrir le panel qui nous accompagne pour cette édition de Droit de réponse. Nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir ce dimanche l'honorable Marlise Dolabel. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour et merci de m'avoir convié. Vous êtes député à l'Assemblée nationale et militant du RDPC. C'est bien cela. Hilaire Zipan, bienvenue sur notre plateau. Bon dimanche à vous. Merci de l'invitation que vous faites pour moi. Bon dimanche à tous les téléspectateurs de la télévision Equinox. Alors, vous êtes responsable de la communication du mouvement progressiste. C'est exact. Et vous êtes également conseiller municipal à Douala, la commune d'arrondissement de Douala Premier. C'est exact également. Célestin Jamen, bon dimanche à vous et bienvenue sur notre plateau. Bon dimanche à Bertine et bon dimanche à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent. C'est un plaisir d'être là, même si ça fait longtemps. C'est toujours un plaisir. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire national chargé des droits de l'homme du SIF, le Social Democratic Front. Vous êtes également conseiller municipal à la mairie de Douala Premier. Absolument. Edmond Kamga, bon dimanche et merci d'être là. Je suis heureux d'être là, Albertine. Je salue tous les copanélistes et je salue bien entendu tous les téléspectateurs fidèles qui nous regardent en ce moment. Et je saisis cette occasion pour faire un petit correctif, un petit rectificatif. Dans la revue de tout à l'heure, Daniel Agnozoa a fait un lapsus, c'est-à-dire Donald. Oui, il a dit qu'il a parlé de la mort de Monseigneur Cléda. Il voulait parler de la mort de Monseigneur Bala. Voilà, c'était certainement un lapsus. Alors, avant de prendre les sujets retenus pour ce dimanche, nous allons commencer par quelques sujets. Vous l'avez constaté, on a une revue plutôt de tous les sujets qui ont intéressé la presse cette semaine. Je vous propose de revenir sur quelques-uns. Déjà, sur ces 2 jours de deuil national que l'on vient d'observer au Cameroun, Edmond Kamga, peut-être un commentaire sur ce triste événement, cet hommage rendu hier à la base aérienne, c'était vendredi plutôt à la base aérienne 201 ici à Douala, avec cette affaire des disparus, les 34 disparus donc du bateau Mundemba. Un mot peut-être pour ce que vous pouvez penser, vous avez pensé finalement de cette cérémonie et de toute cette affaire. D'abord, il faut dire que le chef de l'État, en décrétant, n'est-ce pas, ce deuil national, a posé un acte fort qu'il faut apprécier à sa juste mesure, parce que ce sont des soldats, des officiers qui, n'est-ce pas, étaient en mission. Et on sait quelle est leur mission, et on sait les conditions à peu près dans lesquelles ils ont disparu, en attendant que les enquêtes permettent de savoir exactement ce qui s'est passé. Je dois dire que cet hommage était mérité. Et ça s'est déroulé, n'est-ce pas,
dans les conditions que l'on sait, en présence du ministre délégué à la Défense. C'est vrai que dans la presse, on a comme d'habitude de critiquer, n'est-ce pas, l'absence du chef de l'État, parce que c'est quand même lui le commandant en chef des forces armées. Certes, il a été représenté, mais je dois souligner ici que même s'il a souvent été rare à des occasions aussi graves, on l'a vu récemment, il y a eu un autre cas, n'est-ce pas, au quartier général, à la suite du crash d'un hélicoptère, où un général, un colonel et l'équipage, tout l'équipage était décédé dans des conditions effroyables. On avait vu le chef de l'État à Yaoundé dans un discours fort et poignant. Je dois dire que... et il avait dit ce jour-là que le deuil, n'est-ce pas, de ce général-là, de ce général de brigade qu'il a élevé au grade de général de division et du colonel qu'il avait élevé au grade de général de brigade, ressemblait en quelque sorte à un deuil national. Il avait utilisé cette expression. Donc je dois, quand je le dis ainsi, c'est pour relativiser un peu son absence, n'est-ce pas, sur les lieux, parce qu'il a été quand même représenté. Et cet hommage, pour terminer, il faut dire que c'est très important dans la vie d'une nation que tout le peuple, toute la nation puisse être en harmonie avec ses soldats. Hommage mérité pour vous également, Célestin N'Djamène, et même si on n'a pas eu la présence physique du chef de l'État, on peut dire que c'était un hommage qui a été fait comme il le fallait, selon vous? Bien, il faut déjà rendre hommage à nos soldats et militaires qui, chaque jour, risquent leur vie pour protéger la nôtre. Et je pense qu'en matière de symboles, le monde politique est un monde de représentation symbolique. M. Biya, me semble-t-il, est au Cameroun. Je ne vois pas, en termes de symboles forts, ce n'est pas le deuil national qui compte. Qu'est-ce qui l'empêche physiquement d'être présent? C'est la question qu'on s'est toujours posée. Pourquoi évite-t-il tant d'être sur le théâtre des réalités quand il le faut? Il y a des pays au monde moins importants que le nôtre. Quand un seul soldat tombe, le chef de l'État est présent sur les lieux. C'est l'hommage à la nation. C'est un symbole puissant. Alors, envoyer son ministre de la Défense, je veux bien. Mais qu'est-ce qui véritablement peut empêcher un chef d'État d'être présent sur le lieu? Donc en vérité, je crois que M. Biya a sorti cette histoire de deuil national pour essayer d'épater la galerie, mais en vérité, ce n'est pas très consistant, ce n'est pas sérieux de la part d'un chef d'État. Il faut du respect pour nos soldats et nos militaires. Il est apparemment le chef des armées selon la Constitution, mais quand un soldat tombe sur le champ d'honneur, il doit être physiquement présent. Donc il est incompréhensible qu'un chef d'État puisse être absent quand un soldat est enterré. Il faut lui rendre hommage. Et le meilleur symbole, c'est le chef de l'État. Honorable Marlise Bell. Oui, d'abord, je voudrais, comme mes prédécesseurs, m'incliner devant ces valeureux enfants qui ont été victimes du navire qui a fait naufrage au large de Dibuncha, qu'ils aient choisi cette profession, ce métier par nécessité ou par vocation. L'État leur doit certes rémunération, mais également une grande reconnaissance. Et cette reconnaissance est souvent manifestée par l'honneur qu'on leur rend chaque fois que c'est nécessaire. Et nous, le peuple du Cameroun, nous leur devons également reconnaissance, gratitude, parce que notre sécurité dépend énormément de leur choix, parce qu'ils ont choisi de nous protéger. Et les 2 jours de deuil, je pense que le président de la République a très bien fait de décréter ces 2 journées. La première, pour pleurer nos enfants, mais pour moi, la deuxième, pour vite leur rappeler qu'ils sont surtout importants pour nous quand ils restent vivants. Parce qu'une armée n'est pas faite de mort. On ne célèbre pas une mort. On célèbre la vie. Et pour cela, ils doivent comprendre que les normes de sécurité, les standards en matière de sécurité sont extrêmement importants. C'est la première parade qui leur est disponible pour nous défendre. Ils commencent par se défendre eux-mêmes, en se mettant à l'abri de toutes sortes de dangers, en attendant que l'adversité vienne Donc, à mes enfants qui sont vivants et qui ont choisi de nous défendre, je leur dis de faire très attention, d'avoir une sorte j'allais dire, d'être maniaque quand il s'agit de sécurité, de respecter toutes les consignes qui leur sont données, de manière à ce qu'on s'assure qu'ils le seront vivants longtemps
autant qu'ils sont là pour nous défendre. Ce serait une autre question pour vous, Hilaire Zipan. C'est également notre actualité. Désolé de ne pas vous faire réagir sur les 2 jours de deuil national que l'on a observé au Cameroun, mais il y a une autre actualité qui vous concerne également, puisque vous êtes également le secteur des transports. Alors, la plateforme syndicat des professionnels du transport routier estime à 175 milliards de francs CFA le chiffre d'affaires annuel réalisé par les opérateurs du transport, par camion surtout. Cependant, cette organisation soutient que 45% quand même de ce chiffre d'affaires, soit 75,6 milliards, échappent aux professionnels de cette activité. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? D'abord, je voulais dire un mot à l'endroit de nos soldats, dire très simplement que le chef des armées a choisi de communier comme ça avec les troupes sur cet hommage. Je pense que le mal est là. On ne va pas faire la polémique sur le sort de nos vaillants soldats. On les rend une reconnaissance dans leurs tâches quotidiennes. Maintenant, s'agissant de la question qui me semble tout à fait intéressante, c'est que vous êtes sans ignorer que le Cameroun est rentré immédiatement en crise depuis celle de 2006, où nous avons atteint le point d'achèvement. Mais il s'avère que le gouvernement recherche fortement des niches pour pouvoir relancer notre croissance. Vous savez que Boko Haram demande un peu trop, et il y a d'autres secteurs. Et nous qui sommes dans le secteur transport, nous avons constaté qu'il y a une connivence réelle entre l'application des dispositions légales et certaines multinationales qui existent sur le territoire camerounais. Pour être très court, pour que les téléspectateurs de quoi il s'agit, il y a une loi de 2001 qui organise les transporteurs professionnels. Il y a une loi qui favorise l'investissement au Cameroun. Il y a une autre loi qui encadre la distribution. Mais ces différentes lois sont tout à fait très claires. Quand vous exercez l'activité de transporteur professionnel, vous avez des taxes et des droits à payer. La curiosité que nous avons, c'est que le gouvernement camerounais recherche into facto beaucoup d'argent. Et elle va trouver des stratagèmes pour augmenter certainement la taxe communale qui passe de 200 francs à 600 francs. On demande au même de payer. Et ça, c'est ce qui est embêtant. Et là, donc, fort du fait que nous, syndicalistes, nous avons décrié depuis un bon bout, nous avons constaté que dans ce secteur, il y a un dumping qui est complètement fait avec la connivence des membres du gouvernement. Pour être encore plus précis, vous ne pouvez pas produire et transporter en même temps. Dès lors que vous encaissez 1 franc, vous exercez le métier de transporteur. Mais vous constatez, je ne vais pas les citer dans la cimenterie, je ne vais pas les citer dans la boisson, je ne vais pas les citer également dans d'autres secteurs. Et cela fait perdre à l'État du Cameroun 75 milliards taxés à 19,5% de TVA. Autrement dit, l'État perd à peu près 15 milliards tous les ans de TVA non collectés, faute par elle-même d'aller chercher de l'argent auprès de ceux qui devraient en principe les payer. Et c'est pour cela que la plateforme syndicale, donc il y a à peu près 8, nous avons donc posé cette problématique-là à l'endroit du ministre des Transports, à l'endroit du Premier ministre et à l'endroit du Parlement, pour dire qu'on ne peut pas continuer à demander aux mêmes de faire les efforts. L'impôt sur les sociétés n'est pas payé par cette société-là, les taxes également, les assurances, les vignettes, et cela plombe l'activité parce qu'aujourd'hui, les étrangers sont rentrés dans ce secteur. Je ne vais pas les citer, mais vous savez, ça doit être les Chinois, ça doit être également les Français. Et les déstabilise complètement l'activité sur le corridor. Nous allons revenir dans les prochains jours pour dire que si le gouvernement camerounais ne fait absolument rien pour remédier à cette situation, nous allons passer certainement à l'étape supérieure. Voilà qui est clair. Nous allons donc entrer dans les sujets prévus pour ce dimanche. Nous commençons, je le disais, par cette controverse autour de la publication par Elections Cameroun des chiffres des personnes inscrites sur les listes électorales. L'organe en charge de l'organisation des élections a fait savoir que depuis 2017, janvier 2017 plus précisément, 117 550 personnes avaient été inscrites, enrôlées donc sur les listes électorales, ce qui pourrait donc ramener le taux global de personnes à 6 367 750 personnes inscrites. Dans la presse, on estime que c'est bas, peut-être trop bas. Alors, Edmond Kamga, comment est-ce que vous appréciez l'accueil qui est réservé à ces chiffres dans la presse cette semaine, la presse qui en a parlé, qui estime qu'il y a des questions à se poser quand même sur les chiffres qui sont présentés par Elections Cameroun à ce jour? Effectivement, il y a des questions à se poser sur les chiffres qui sont présentés, qui sont annoncés et publiés par Elecam, parce qu'il y a une forte contradiction entre les chiffres antérieurs et les nouveaux chiffres. Par exemple, on ne peut pas comprendre qu'en 2011, il y ait que les Camerounais soient inscrits plus nombreux qu'en 2017. Même si on sait le rythme avec lequel il y a la croissance démographique, combien de personnes peuvent mourir et combien de personnes peuvent venir au monde. Mais le gap
fait en sorte qu'il y a plus de naissances que de décès. Il devrait y avoir plus d'inscrits que de non-inscrits. Mais curieusement, on se rend compte que plus les années passent, plus il y a de moins en moins d'inscrits. C'est quand même, ça suscite des interrogations. Et la presse est dans son rôle, à travers les chiffres qui ont été diffusés, n'est-ce pas, dans les médias privés, notamment pour interpeller pour interpeller le gouvernement sur cette façon de faire. Parce que n'oublions pas que c'est un enjeu important, le chiffre, c'est-à-dire que le nombre des inscrits dans une élection, c'est un enjeu important. Parce que aujourd'hui, lorsque l'on voit des batailles qui sont menées par des hommes politiques, par des personnalités de la société civile, pour qu'il y ait une augmentation du nombre d'inscrits, c'est parce que si le nombre augmente et franchit une certaine masse critique, il y a des possibilités qu'il y ait une alternance ou un changement possible ici dans ce pays. Mais lorsque l'on constate, d'abord, il y a deux choses qui sont liées. La nomination d'un certain nombre de personnalités à élire, j'allais dire des anciens gouverneurs, des anciens préfets, des personnalités qui ont eu un parcours, certes édifiant au Minat, mais qui, en matière de respect des droits de l'homme, en matière de respect de l'ordre public, en matière de respect, n'est-ce pas, de la démocratie, ne se sont pas distingués comme des véritables démocrates. Ça, c'est le premier acte qui a été posé, c'est-à-dire dans le dernier mouvement des personnalités nommées, notamment son président de l'ECAM. Il y a également ces chiffres qui sont avancés. Donc, lorsque l'on prend la conjonction de ces deux éléments, la nomination d'un certain nombre de personnalités et des chiffres qui sont avancés et qui suscitent de grosses interrogations à la veille, parce que l'année prochaine, en principe, on a plusieurs élections. Les élections présidentielles, les législatives, les élections municipales et les sénatoriales, et éventuellement les régionales. Donc, la presse est dans son rôle d'éclaireur, de sentinelle, pour faire en sorte qu'on puisse s'interroger et savoir si ces chiffres sont exacts ou pas. Alors, Hilaire Ziban, c'est dans l'opinion publique, mais surtout au sein des partis politiques, les leaders des partis politiques, on a vu des réactions également vis-à-vis de ces chiffres-là, des chiffres qui inquiètent. Certains sont allés jusqu'à estimer qu'ils étaient biaisés. Est-ce que vous partagez cette opinion, vous également? Bien, je pense que faire un débat comme ça sur des a priori, c'est très très compliqué. Mais voyez-vous, voter d'abord c'est un droit, c'est pas une obligation. Ça c'est la première des choses qu'il faut le dire. Ça veut dire que si vous estimez que vous ne vous sentez pas concerné, vous n'allez pas voter. Mais maintenant, l'instrument qui vous permet de voter, c'est la nationalité. Il faut être de nationalité camerounaise pour voter. Et la nationalité se rapporte à la démographie. Il faut le dire. Mais pour faire une rate, vous savez bien que la démographie dans notre pays n'est pas fiable. Cela décourage complètement et déstructure même la gestion même globale du pays. On ne comprend pas trop bien pourquoi, si déjà même pour gérer la République, les statistiques en ce qui concerne la démographie n'est pas fiable, je n'en vois pas trop bien comment ça va être fiable au niveau des inscriptions électorales. Surtout que lorsque l'on parcourt l'histoire dans notre pays, que vous partez de Rudolf, bien entendu de Oumniobé, pour ceux qui ont un peu fait l'histoire du Cameroun, mais il a perdu des élections. On sait très bien dans quelles conditions il avait perdu les élections, pourtant toute sa popularité. Quand vous voyez les élections de 92, vous voyez le contentieux qui en est sorti. Quand vous voyez celle de 2013. Donc, il faut dire qu'il y a plus ou moins des avancées. Il y a parfois des avancées, il y a des reculades. Mais la difficulté vient du fait qu'aujourd'hui, pourquoi le débat naît? Le débat naît parce que nous sommes dans une phase concurrentielle intellectuelle entre un courant de sympathie dans l'opinion qui veut dans ce que les choses avancent en respectant les règles. Et ce courant de sympathie rencontre certainement des blocages pour les structures militantes, cette fois-là, des partis politiques. Je dis bien globalement des partis politiques, c'est-à-dire que ceux du pouvoir et ceux de l'opposition. C'est cette confrontation-là qui fait en ce que donc, LECAM, qui est donc d'une part déjà adossé sur un parti majoritaire qui est celui du pouvoir, ne peut pas, une fois montrer que l'enthousiasme de la sympathie des courants de pensée de la jeunesse qui veulent s'inscrire sur l'électoral est à vocation offensive. À vocation offensive, je le dis bien. Donc, ils trouvent des stratagèmes pour nous faire croire et pour décourager suffisamment cette jeunesse que malgré vos efforts, les chiffres n'avancent pas. Cela veut un peu exprimer un avis vis-à-vis de ceux qui pensent que c'est l'inscription qui est le début du marqueur du changement.
et de ceux qui pensent que non, c'est les structures militantes qui décident du marqueur. Ça va être tout à fait le débat, parce que c'est un débat juridique, un débat de vérité, un débat financier et un débat de conservation de pouvoir. Donc, je pense que tout à l'heure, nous allons revenir là-dessus, pour que vous compreniez bien ce miante-là. C'est-à-dire que la jeunesse camerounaise a pris conscience qu'elle est en capacité de pouvoir changer les choses normalement comme cela se doit. On les oppose en disant donc ce n'est pas possible. Vous voyez que malgré votre enthousiasme, les chiffres n'avancent pas. Pour résumer un peu, vous êtes un peu d'accord donc avec ceux qui pensent que les chiffres ne représentent pas véritablement. Je viens de vous le démontrer que ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord. Je vous prends encore un exemple pour que vous compreniez, pour que les téléspectateurs comprennent très bien. Si tant est que l'EDCAM est l'instrument qui détermine la météo, le thermomètre de notre élection, elle n'en demeure pas moins qu'elle a des textes obsolètes. Je vous prends encore un autre cas plus simple. Comment on ne peut pas mettre sur les réseaux sociaux le nombre d'inscrits? On ira vérifier si moi qui me suis inscrit, j'existe. Ou celui qui n'est pas inscrit n'existe pas. Vous parlez des listes parce que bien entendu. Voilà la seule façon, à partir du moment où c'est l'opinion qui va trancher ce débat, il fallait donc moderniser les tests de LECAM pour les mettre à la disposition, car on ne décrète pas la transparence, on pose les actes de la transparence. Célestin Djamène, le débat sur ces chiffres d'Elections Cameroun vous sont-ils justifiés? Bien, d'abord, je voudrais rassurer mon ami Edmond Kamgia qu'il y a une refonte du code électoral en 2012, quelques semaines avant les municipales législatives de 2013. En 2011, il y avait des anciens chiffres. Le SDF a d'ailleurs exigé à l'époque une refonte des listes, ce qui a été fait, d'où cette recrudescence des chiffres. Maintenant, je voudrais également rappeler à Hilaire que l'EDCAM a mis sur les réseaux sociaux les chiffres, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 367 000 inscrits depuis juillet 2016. 6 millions. 6 millions. 6 millions, excusez-moi. Je veux la liste. Il ne parle pas des chiffres, des listes. Il parlait des listes. Ce qui nous intéresse, c'est les chiffres. Non, moi, c'est la liste. Maintenant, je crois que tout ce qu'on vient de dire confine à penser qu'il y a véritablement en place un système électoral qui fait que du début de la chaîne, c'est-à-dire que depuis la présidence de l'EDCAM jusqu'à la proclamation des résultats, il y a un système savamment mis en place par l'État RDPC. Quand on nomme un ancien gouverneur, administrateur civil, ami personnel de Monsieur le Président de la République, comme président du Conseil électoral, qui n'a même pas eu l'élégance de démissionner de son parti, foulant ainsi au pied l'article 12, n'est-ce pas, du Code électoral, qui dit que le président du Conseil électoral est nommé parmi les personnalités camerounaises pour son intégrité, sa neutralité et son impartialité. Quand on est militant d'un parti, quelle est la neutralité ou l'impartialité possible? Ça, c'est le premier système. Au bout de la chaîne, je ne parle même pas des commissions départementales, etc. Au bout de la chaîne, on dit que l'EDCAM, conçu pour superviser, pour gérer le système électoral, ne proclamera pas les résultats. On le confie plutôt à un magistrat qui est payé, nommé, renouvelé et révoqué par le président national d'un parti en compétition. Voyons que la boucle est bouclée. Donc on s'amuse à vouloir s'enfoncer dans le gouffre, dans cette escroquerie morale et intellectuelle qu'est les inscriptions massives. Parce qu'en vérité, quand le système est huilé, et l'EDCAM, par ce système informatique, peut parfaitement mettre en place des algorithmes dans les ordinateurs qui publient à la hausse ou à la baisse les chiffres qu'ils veulent pour la mission qu'ils se sont destinés. Donc il n'y a pas de surprise à avoir. Donc c'est la raison pour laquelle je me tue à chaque instant à dénoncer d'abord les règles du jeu, c'est-à-dire le système. On ne peut pas venir se pleurer alors même qu'on sait bien que quand on participe à ce type de mascarade, de simulacre électoral, dont les promoteurs même des inscriptions massives le disent eux-mêmes que c'est un simulacre. Alors, pourquoi donc ne pas tenir en compte cet élément majeur qui est le texte électoral? Donc pour vous... Moi, je dis simplement que, pour moi, il n'y a aucune surprise. Que les chiffres soient bons ou mauvais, c'est selon leur mission qu'ils sont mis en tête. Donc, rappelez-vous par exemple qu'en 2013, il y avait 5 437 000 électeurs en 2013. En 2015, on passe à 5 597 000, donc un différentiel d'environ 162 000. En septembre 2016, il y a 6 316 000. Il y a un toilettage du fichier, on passe à 6 250 000. Et au 31 décembre 2016,
nous sommes à 6 250 000. Et en juin 2017, on est à 6 237 000. Ça veut donc dire que de janvier 2017 à juin 2017, il n'y a eu que 117 000 inscrits. Exactement. Voilà dans les chiffres donnés par l'ECAM. Que vous le vouliez ou non, ils le font selon la mission qui se sont tracés eux. Donc je reviens pour dire que le problème majeur, ce n'est pas forcément les inscriptions massives sur les listes électorales. J'ai toujours dit, on ne peut pas reprocher à un Camerounais de vouloir s'inscrire sur la liste. C'est même une vertu démocratique. Ça démontre sa volonté de participer à la gestion du pays. Mais en même temps, on connaît parfaitement le contexte camerounais. Et il n'y a pas d'élection crédible au Cameroun. Donc pourquoi faire croire aux jeunes qu'en s'inscrivant, on aura le changement? Le problème, ce n'est pas l'inscription. Le système en place, c'est un système verrouillé qui fait que, comme en 92, même si vous gagnez dans les urnes, ben vous ne serez pas ou vous ne serez pas vainqueur. Honorable Marlis Bell, sur ces chiffres-là, quand vous voulez regarder, est-ce que vous avez le sentiment qu'on a affaire à des chiffres fiables? Bien évidemment qu'on a affaire à des chiffres fiables. J'imagine que des personnalités aussi responsables ne pourraient pas afficher des chiffres qui ne sont pas fiables. Maintenant, je suis heureuse de ce que, au jour d'aujourd'hui, quasiment tous les partis politiques sont convaincus de ce que le nombre d'inscrits ou la participation citoyenne aux différentes élections va certainement apporter quelque chose à notre démocratie. Célestin Djamène n'est pas convaincu du tout. Je ne sais pas, c'est pas ce que j'ai compris. Oui. Puisque après les différents échanges, après qu'on ait progressé ensemble, le parti de M. N'Djamène participe à toutes les consultations électives. Ça veut dire que, bon, c'est pas parfait, mais ils se disent que avec le code actuel, il est quand même possible d'obtenir quelque chose. Maintenant, pendant longtemps, il n'y a que le RDPC qui encourageait les gens à aller s'inscrire. Beaucoup d'autres ne le voulaient pas. On peut donc considérer que ces 6 millions sont le travail du RDPC. Maintenant que les autres nous ramènent les 5 millions. Et comme ça, nous serons 11 millions pour aller aux élections. Alors même si l'on considère que ces chiffres-là sont réels, 111 000 inscrits de janvier à juillet, 117 000, je voudrais dire, ça vous semble pas très peu quand même pour élections de Cameroun? J'ai pas les éléments d'évaluation. Il faut être factuel. Il faut, quand on déclare des choses, oui, non, je dis pas que le chiffre n'est pas bon. C'est elle qui me demande, est-ce que je crois que le chiffre n'est pas bon? Et moi, je dis, il est bas. Vous le trouvez pas très mal quand même pour mais je vais vous dire. À qui la faute si le RDP chaque fois que l'ECAM a rassemblé la société civile, les partis politiques, ce que j'ai entendu de manière récurrente, c'est que les gens ont du mal à trouver, j'allais dire, l'élément déclencheur d'une inscription, à savoir une carte d'identité. Ils disent que pour avoir une carte d'identité, aujourd'hui, ça coûte 7 000 francs. 7 000 francs, pourquoi? Parce que pour la carte d'identité, c'est 2 800, on le sait, mais il faut le certificat de nationalité qui, lui, coûte un peu plus et arrondi, donc ça fait dans les 7 000 francs. Moi, je pense que c'est là-dedans qu'il faut maintenant essayer de voir ce qu'on peut faire pour que ceux qui ont du mal à rassembler ces 7 000 francs puissent quand même exercer leur droit de citoyen. Donc, Edmond Kamga, tout n'est pas parfait. On est quand même passé à la carte biométrique aujourd'hui, qui voudrait que les choses soient un peu plus fiables, un peu plus viables. On a parlé de ce toilettage des listes électorales. Et également, vous parlez de cet enjeu. Est-ce que les inscriptions sur les listes électorales ne sont pas justement un enjeu majeur pour une bonne élection, pour les échéances qui arrivent? Contre-moi ce que pense M. N'Djamène, qu'il faudrait peut-être revoir totalement le système. Oui, sur ce point précis, je ne partage pas l'avis de Célestin, qui pense que ce n'est pas nécessaire d'aller s'inscrire, que le fait d'aller s'inscrire massivement ne compte pas. Et je pense que c'est un discours qui va à l'encontre même des combats menés par son propre parti à une certaine époque. On s'est toujours battu pour un bon collègue. C'est pour cela que je dis, la participation citoyenne est importante. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Si vous voulez gagner les élections et vous n'encouragez pas les gens à aller s'inscrire, mais comment comptez-vous gagner les élections? Ça, c'est la première chose que je dis. Sur la question de la biométrie, je dis, on a vu les dernières élections, il y a eu une sorte d'amélioration avec cette biométrie qui est incomplète, il faut le dire. Aujourd'hui, il me semble que l'une des batailles de l'opposition, c'est de faire en sorte que nous ayons une biographie intégrale. Pour qu'on n'assiste plus à des situations où on ne peut pas s'assurer que celui dont le nom figure sur la liste est effectivement la même personne qui a voté au sortir de l'urne.
Parce que dans les conditions actuelles, votre nom peut être affiché, quelqu'un peut voter avec votre nom et ressortir sans que ce soit vous, exactement, dans les conditions actuelles. Donc, il faudrait faire en sorte que celui-là, dont le nom figure sur la liste à l'entrée du bureau de vote, celui-là qui va voter, qui dépose ses empreintes, au sortir de tout le processus, soit la même personne qui figure sur sa carte biométrique. Donc là, c'est l'un je pense que c'est l'un des éléments importants pour les batailles à venir. En ce qui concerne le débat actuel, n'est-ce pas, sur les inscriptions, je me dis, vous savez, ça va dans tous les sens. Aujourd'hui, il y a des candidats qui se sont réveillés, enfin, des vrais faux candidats, je ne peux pas citer des noms, ça va dans tous les sens. Des gens se découvrent une vocation politique et demandent aux citoyens d'aller s'inscrire. Et on ne sait pas si à la fin, ils vont véritablement être candidats. Il y a des situations aussi où, là, ça concerne les vétérans de la politique, qui se rendent compte qu'il y a des jeunes qui rentrent dans la politique et qui ne veulent pas être émoussés par ce réveil de la jeunesse militante, citoyenne, et qui combattent les initiatives de la jeunesse. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Il faudrait qu'il y ait une convergence citoyenne d'abord sur les inscriptions sur les listes, ensuite qu'il y ait une autre convergence sur la nécessité de débattre librement sur les questions de fond, notamment sur le nettoyage du code électoral actuel. Très bien. Oui, pas seulement par civilité, hein, Hilaire, mais aussi par conviction. Je pense que nous devons utiliser les outils de la modernité. Effectivement, je serais d'avis que les CAM produisent en ligne la liste des inscrits. Je pense que ça peut être quelque chose d'important. Hilaire Zépan, sur la question, le rôle des partis politiques justement dans l'incitation des citoyens à aller s'inscrire sur les listes électorales est remis quand même en cause aujourd'hui. Si on a un chiffre aussi bas, tout le monde s'accorde là-dessus, les politiques s'accordent là-dessus, la société civile, le chiffre est bas. Ça veut dire que quelque part, on n'a pas fait assez, ils n'ont pas assez fait leur travail, les partis politiques. Je suis très embêté parce que quand un débat va dans tous les sens, on ne sait pas très bien. Voter, c'est un droit. Donc, et les gens ne vont voter que lorsqu'ils ont l'impression que tout est meilleur. Donc la loi électorale elle doit être un compromis pour tous les acteurs politiques. Personne ne doit dicter sa vision sur l'autre. Elle doit être un compromis. Je rappelle en passant que il y a des partis politiques comme la nôtre qui sont sur la scène depuis très longtemps. Il y a des nouveaux venus. Si nous ne nous balayons pas devant notre porte, nous les partis politiques anciens, nous n'allons pas faire avancer le débat. De quoi il s'agit? Il s'agit que, est-ce que l'inscription c'est le vote, c'est le nom, ou c'est celui qui vote? Ça est le débat fondamental. Est-ce qu'il s'agit de faire parler le nombre, ou est-ce qu'il faut s'agir de parler de quelqu'un? À mon avis, comme on ne décrète pas la clarté, si on met la liste électorale en ligne, là au moins on est certain, les gens diront c'est bas ou c'est haut. Et on dira tu es inscrit ou tu n'es pas inscrit. D'abord ça c'est le débat, ça évacue ce premier débat. De ce deuxième débat, il faut dire que la loi en elle-même, elle n'est pas parfaite. Mais il y a des responsabilités à l'intérieur de la loi. Il y a les responsabilités du parti au pouvoir, il y a les responsabilités de l'opposition. Je vous prends un cas très simple. Toute nomination à ELECAM fait l'objet de consultation des partis représentés à l'Assemblée. Est-ce que la nomination, les 3 dernières nominations, ont fait l'objet des consultations des partis représentés à l'Assemblée? Question. Je pense que les partis représentés à l'Assemblée sont sur le plateau. Ils peuvent nous dire. Alors, si on n'explique pas à appliquer les dispositions légales primaires, c'est très difficile de donner les leçons aux autres. Mais non, on peut tout expliquer, hein, mais on ne peut pas tout justifier. Ouais. Qu'est-ce que nous voulons au vrai sens? Nous voulons que l'ensemble de nos concitoyens participent au vote pour choisir librement ceux qui doivent les diriger. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit que nous demandons à cette jeunesse nouvelle de venir s'inscrire sur les listes. Et nous les proposons, certainement partis politiques ou leaders, que nous avons la capacité d'encadrer leur vote. Là encore, un autre débat. Donc si on fait l'amalgame de l'inscription et du contexte et de la manière où les élections vont se passer, on va se retrouver. Maintenant, chacun est libre d'aller ou de ne pas aller. Mais, je parle au nom de l'opposition.
l'opposition tire sa faiblesse dans son incapacité à se regrouper. Et en principe, comme l'opposition est dans l'incapacité de se regrouper, on peut dégager les responsabilités à l'intérieur de l'opposition. Nous sommes ici deux partis politiques de l'opposition. On parle, Malick Bel parle de son RDPC avec sa majorité, comme il veut. Mais il s'agit qu'à l'opposition, il n'y a pas de passerelle entre les partis représentés à l'Assemblée, ceux qui ne sont pas représentés à l'Assemblée, les partis qui sont dans les communes et ceux qui ne sont pas dans les communes. Et à ce moment-là, une fois que le cambouis est bas, tout le monde pense qu'il a la capacité d'aller être candidat à l'élection présidentielle. Vous ne pouvez pas le lui enlever son intention ou son envie, parce qu'on ne paye pas pour rêver. On ne paye pas pour rêver. Comme on ne paye pas pour rêver, il pense qu'il peut. Et donc, par conséquent, chacun a un programme, et il y a des programmes très courts. Mais je voudrais relater aux téléspectateurs une scène très importante, et beaucoup plus à mon endroit, mon ami Djamel. En 92, pour mémoire, l'élection du premier parti de l'opposition, ou du candidat de l'opposition, s'est fait dans une unité. On appelait ça la coordination des partis politiques, qui s'est déclinée en l'union pour le changement. Et dont le président des campagnes s'appelait Victorien Amébiereux, qui n'était pas du Yézi. Deuxième élément. L'éclatement de l'opposition s'est fait subséquemment dès 1996. Une fois que les partis ont dit on ira tous ces élections et on va vérifier le poids de chacun. Elle était certes des élections de mascarade, mais ça a permis à des partis politiques d'avoir des députés, des conseillers municipaux, des mairies. D'où vient-il qu'aujourd'hui, cette unité est bâclée en brèche pour que tout le monde mette l'énergie pour dire que si on change de système, à ce moment-là, les gens vont aller s'inscrire. De grâce, Djaben, il n'y a aucun système électoral parfait. Tout se déroule dans la dynamique et dans la capacité. Et je crois, tu te contredis, et je le dis, non, je le dis, tout est dans la capacité à pouvoir gagner M. Biya dans une dynamique de l'opposition. Et en 92, M. Biya a été gagné et on était dans l'incapacité de pouvoir fédérer et de pouvoir conquérir cette victoire. Voilà de quoi il s'agit. D'abord, je voulais rappeler une chose. Au Cameroun, on a cru devoir instaurer un système biométrique en 2012. Il n'y a pas au Cameroun, à l'heure où on parle, de système biométrique. C'est un mensonge d'État. Comment ça? Un système biométrique suppose qu'il y ait un lecteur biométrique. C'est-à-dire que quand vous venez, comme l'a rappelé d'ailleurs de manière indirecte Edmond tout à l'heure, quand vous venez le jour du vote, vous introduisez votre carte magnétique, enfin biométrique, dans un lecteur qui vérifie si c'est vous ou pas. C'est des données biométriques, physiologiques. Donc ça n'existe pas. Du coup, le système est capable de générer des fausses cartes biométriques et distribuer à qui qu'il veut pour venir voter. Par ailleurs, il y a également un système qui consiste à dissuader les gens d'aller retirer leur carte électorale. Ce qui fait que, par exemple, aujourd'hui dans le Sud, il y a environ 40 000 cartes qui ne sont pas retirées, dans le littoral, 25 000 cartes non retirées. Comprenez? Sauf que Elecam appelle tous les jours à ces personnes d'aller retirer leur carte. Ils n'appellent pas tous les jours. Et d'ailleurs, ça rejoint une autre question. Ils l'ont fait également dans les derniers communiqués. Ça rejoint une autre question. Vous savez, personne ici ne peut dire que s'inscrire n'est pas un droit. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas s'inscrire. Je dis simplement qu'il ne faut pas poser la charrue avant les bœufs. On ne peut pas chercher le suspect quand on n'a pas établi l'infraction. Suivez mon regard, monseigneur Benoît Mbala. Il faut établir s'il y a noyade, assassinat ou crime, par exemple, pour chercher le suspect d'abord. Quand vous savez que le système est défectueux, on ne peut pas dire à la fois le système électoral doit être un compromis. Ça veut dire qu'une entente entre toutes les couches sociales de la nation, et en même temps dire qu'aucun système n'est parfait. Non, ça n'a pas de sens. Je pense que si l'un est plus important que l'autre, on doit commencer à construire une maison non pas par le toit, mais par les fondations. Donc je dis, si vous mettez de l'eau dans un vase qui est percé, vous allez finir un peu comme Camercourt à mettre de l'argent dans un gouffre. Ça ne sert strictement à rien. Pas que je sois contre le droit de s'inscrire. Je dis simplement que le jour où il faudra proclamer ces résultats-là, eh bien, M. Biya mettra en mission son salarié, qui sera le premier président de la Cour suprême, pour proclamer les résultats. En 92 d'ailleurs, Hilaire Zipan fait bien de le relever. Le chairman John Founi, candidat du SDF, avait le soutien de Samuel Lebois et de M. Amenem Dido, qui n'était pas de ténor en termes de poids électoral de la société politique camerounaise.
Je rappelle que les caciques étaient candidats. Bello Bouba, Adamoundam, etc. Donc le chairman était un quasi-candidat unique. Mais ça n'était pas le candidat unique de l'opposition. Et d'ailleurs, rappelez-vous en 92, alors même que le système de fraude n'était pas huilé, ni redouté, M. Biya et ces gens ont pu renverser la vapeur. Alors que dans les urnes, le candidat de l'opposition avait gagné. Alors, mais laissez-moi vous relancer. Oui. Ne pas appeler les gens à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales est différent d'être réticent. Vous semblez réticent justement à tout ce qui est mené comme action pour appeler les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Vous n'êtes pas tout simplement opposé, mais vous êtes semblé réticent. Je dis simplement qu'il faut regarder, quand on est un homme politique, moi je considère que la politique c'est un engagement sur des valeurs, pas simplement une lutte sur une année 2018. La plupart de ceux qui veulent qu'on y aille, c'est les gens qui sont candidats, ils veulent protéger leur siège. Ils ne veulent pas le changement du sort général des Camerounais, ils veulent préserver le siège à l'Assemblée ou au Sénat. Donc, en vérité, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui au Cameroun, il est question de ne plus répéter les mêmes erreurs. Parce qu'en vérité, si on continue à dire que le système électoral est bon, qu'il faut s'inscrire massivement, M. Biya peut vous donner... Je termine en disant qu'on peut vous donner 15 millions, 20 millions d'inscrits. Mais vous ne gagnerez pas, même si vous gagnez. Même si vous gagnez. Donc arrêtez de berner les Camerounais. Cette histoire de 15-11 millions, c'est une fumisterie et c'est une escroquerie intellectuelle. On y arrive. Vous avez la parole. Oui, non, j'ai bien compris. En fait, le SDF n'ira pas aux élections. Je n'ai pas dit. Silence ancien. J'ai horreur de la malhonnêteté intellectuelle. J'ai horreur de la malhonnêteté intellectuelle. Tu sais très bien que je ne suis pas malhonnête. Justement, j'ai dit j'ai horreur. Je ne t'ai pas cité. J'essaie juste de Je dis bien simplement que je n'ai pas dit ici que le SDF n'ira pas aux élections. C'est parce que justement nous sommes dans les institutions qu'on a pu avoir ONEL 1, ONEL 2 et ELECOM. C'est parce que nous y sommes. Mais pour continuer à dénoncer, non pas comme une date butoir où on va lutter toute sa vie. Alors, il n'a jamais eu d'indépendance. Si vous allez aller aux élections, ce ne serait pas judicieux pour vous d'avoir plus d'inscrits sur Je dis simplement qu'il faut continuer d'abord en premier à lutter pour le système électoral. On ne peut pas imaginer qu'un match Cameroun-Maroc avec un arbitre marocain, etc. Je ne vais pas me mêler de la stratégie au sein de l'opposition. Vous comprenez bien cela. Oui. Ce que je voudrais juste comprendre, puisque nous sommes des collègues, nous sommes dans le même métier, hommes et femmes politiques, je voudrais juste comprendre, est-ce que oui ou non le SDF ira aux élections? Si le SDF va aux élections, il faut qu'il commence à se préparer stratégiquement, parce que de toute façon, on n'a pas besoin de leçons du RDPC pour faire quoi que ce soit. Vous auriez intérêt, parce que jusqu'à maintenant vous êtes tellement planté, vous êtes tellement planté qu'il faut que vous soyez soutenu. Et l'intégrité morale au Cameroun quand même. Non, Madame Honorable Marley, je vous respecte beaucoup. Moi aussi. Donc maintenant, répondez-moi, est-ce que vous s'affichez à donner des leçons de morale politique au SDF? Quand même pas. Donc je suis en train de dire que dans ce pays, il faut arrêter de berner les gens. Est-ce que le SDF ira aux élections? A mis en place un système qui fait que d'année électorale en année électorale, on ne gagnera jamais. Pourquoi? Pas parce qu'il est trop fort. Allez-y, honorable. Vous avez la parole, je vous en prie. Ok. Je reprends la parole pour dire que nous sommes tous des adultes ici. Le monde n'est pas fait de noir et de blanc. C'est généralement une succession de gris. Et à un moment donné, on peut se dire que cette teinte de gris me convient, donc je joue. Est-ce que la teinte de gris d'aujourd'hui convient au SDF? Et est-ce que le SDF est prêt à jouer? Si oui, ça veut dire que vous ne pouvez pas décourager la population à s'inscrire. Parce qu'on aura tous besoin de cet électorat. Alors, c'est pour ça que votre prise de parole, votre position est ambiguë. On n'est pas ambigu du tout. Ah d'accord, excusez-moi alors. Donc, on n'est pas du tout ambigu. Je pense que c'est un droit, on l'a rappelé ici sur ce plateau. Il faut que les téléspectateurs comprennent que le droit n'est pas la vérité. Le droit, c'est une norme sociétale que les gens à un moment se sont donnés pour organiser soit un scrutin, soit le vivre ensemble. À partir du moment où j'ai dit ça, on serait toujours dans un droit qui peut être débattable. On serait toujours dans un droit qu'on doit améliorer. C'est pour ça que j'ai dit, c'est le compromis. Ce compromis, on doit le rechercher en permanence. J'ai sauté d'emblée en entrant en disant que si on a un débat fondamental, N'Djamène et moi, sur est-ce que c'est les chiffres qui font problème ou est-ce que c'est la liste qui fait problème.
Moi, je dis, si on publie les listes, on a déjà commencé à résoudre le problème au départ. Ça va encourager les autres à y aller. Je rappelle en passant que quand vous avez votre liste sur la liste électorale et que vous connaissez votre bureau de vote, vous pouvez vous mobiliser le jour du bureau de vote. Et nous avons vu un peu précédemment comment l'ELEC en fonctionne. D'abord, on vous enregistre. On ne vous donne pas de carte. Il y a une autre commission qui vient distribuer les cartes. Donc, si on va encourager les gens à plus de clarté, on vous enregistre, on vous donne immédiatement votre carte. Voilà. Tout à fait. Deuxième élément. Ouais. Troisième chose, nous avons dit, le jour du scrutin, ça ne sert à rien de venir empiler les cartes devant la porte. Une fois que vous savez, à partir du moment où aujourd'hui, la plupart des jeunes ou la plupart des Camerounais ont accès à Internet, il saura son bureau de vote avant. Il ne viendra pas chercher le bureau de vote. Parce que il est dit dans la loi électorale qu'on doit afficher la liste 48 heures avant. Mais le jour du scrutin, c'est à ce moment-là qu'on affiche la liste. Parce que sur votre carte d'électeur, il n'y a pas votre je veux dire, le numéro du matricule qui vous permet de voter. Donc vous découvrez ça le même jour. Donc on peut améliorer cela. L'améliorer veut dire simplement que on tombe d'accord, nous les acteurs politiques, voici la meilleure façon de le faire. Mais les intérêts particuliers construisent les stratégies à l'intérieur de l'opposition. Et ces mêmes intérêts particuliers construisent les intérêts à l'intérieur du RDPC. Je prends un exemple que les téléspectateurs comprennent. Prenez le RDPC. Pour la plupart des dinosaures, ils sont 7, 8, 9, 10 mandats. Pour ne dire que le très grand honorable. Il est au 10e mandat d'élu. Je pense que Malice Douala-Bel qui est là va solliciter un autre mandat. Et il en va de même pour le SIF. Il y a des députés au SIF qui sont au 4e, voire au 5e mandat. Il y a des gens qui en ont fait de la politique une profession. Ce n'est plus une fonction. Donc, à partir de là, les intérêts particuliers font en ce que... Monsieur Djamé, non, monsieur Djamé, laissez-moi que je termine. Ça veut dire que monsieur Djamé, vous pouvez développer tous les discours, mais le SIF ira aux élections. Je voulais dire aux téléspectateurs que le SIF va développer tous les discours, mais le SIF ira. Et je rappelle en passant, laissez que je termine, monsieur Djamé, j'ai la parole. Je n'ai pas dit ça. Nous avons vu ici, à une certaine période, le chairman nous dit d'aller même pas s'inscrire sur les listes électorales. Et en moins de 2 semaines, nous a dit, allez vous inscrire, parce qu'il voulait aller aux élections. On a vu dans le même temps, dans ce mariage, laissez que je termine, on a vu dans un mariage incestueux entre le SIF et le RDPC. Voire pour la région de l'Ouest, où l'UDC avait le plus grand nombre de conseillers municipaux, mais elle n'a pas pu gagner la sénatoriale. Parce que simplement, le mariage incestueux entre le RDPC et le SIF a permis en ce cas, c'est bien entendu le RDPC. Et je termine en disant donc, on a vu également à la Damawa, un parti politique avoir des sénateurs, pourtant n'a pas un seul conseiller municipal. Donc, les téléspectateurs notent que l'un veut la place de l'autre, l'autre veut un peu plus d'espace, et donc par conséquent, je nous demande au Cameroun d'aller s'inscrire sur les listes électorales, parce que c'est la seule voie de salut, c'est la seule façon de changer les choses, et nous allons le faire ensemble, parce que la politique se construit méthodiquement. C'est une grosse blague. Edmond Kamgabi, sur ce sujet justement, c'est quoi le rôle des citoyens? C'est quoi le rôle des politiciens? Est-ce que les citoyens, leur rôle, c'est pas de s'inscrire? Les politiciens maintenant, c'est Saint-Germain, changer le code électoral. Qu'est-ce qu'on dit à cette jeunesse qui va aller voter? Allez vous inscrire sur les d'aller s'inscrire sur les listes électorales? Non, le discours citoyen recommande que l'on invite les jeunes qui ont atteint l'âge électoral d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales et de voter. Et non seulement de voter, mais d'être là jusqu'à la fin du vote, de contrôler leur vote, de s'assurer que on va prendre en compte le vote au soir de la clôture du bureau. Ça, c'est pour le citoyen ordinaire. Maintenant, l'autre partie concerne les militants des partis politiques. D'accompagner le processus jusqu'aux commissions communales, départementales, régionales et jusqu'au niveau national. Chacun a son rôle. Mais le premier rôle concernant le citoyen, c'est d'être inscrit. Si vous n'êtes pas inscrit, vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Vous ne pouvez pas voter. Vous n'existez pas sur le plan électoral. Il faut s'inscrire.
C'est un discours, c'est un discours citoyen. Je vous dis, c'est une recommandation qui a du sens. C'est important pour tous les jeunes qui ont atteint l'âge électoral d'aller s'inscrire sur les listes électorales. On ne peut pas donner un discours contraire à celui-là. On n'a pas besoin d'être militant de parti politique pour le dire. J'ai dit c'est un discours citoyen d'abord. Et ce qui est important, ça il faut le relever avant que je termine, c'est que à ces citoyens qu'on demande d'aller s'inscrire, nous ne leur demandons pas de voter pour tel ou tel parti, pour tel ou tel candidat. Librement, le moment venu, vous allez choisir le parti ou le candidat pour lequel vous vous sentez proche des convictions. Mais est-ce que vous avez l'impression quand même que Célestin Djamel relève quelque chose? Il faut être enregistré pour qu'on évalue l'abstention. On ne peut pas évaluer pour s'inscrire également. Si vous n'êtes pas inscrit. Je vous en prie, pour s'inscrire, il faut faire confiance à l'organe qui a la charge de ces élections. Est-ce que ce n'est pas une raison? Est-ce que ce n'est pas pour cela que les gens rechignent justement à aller s'inscrire sur la liste électorale? Est-ce que les gens n'ont pas l'impression que ceux qui vont gérer ces listes-là, ceux qui gèrent justement tout ça, mais si c'est le RDPC et le SDF que j'ai la parole, c'est là que je termine tout en reconnaissant que les lois actuelles qui organisent l'ELECAM ne sont pas bonnes. Bien sûr. Ne sont pas bonnes du tout. Parce que j'ai dit, et je l'ai toujours dit sur ce plateau, que nous devons parvenir soit à la Commission électorale nationale indépendante, soit à ELECAM 3. Quand j'entends par ELECAM 3, non seulement qu'il y ait une véritable participation électorale nationale indépendante, soit à ELECAM 3. Quand j'entends par ELECAM 3, non seulement qu'il y ait une véritable participation de la société civile, on a vu aux dernières nominations que le RDPC a remplacé même ce qui restait de la société civile. ELECAM 3, ce qui est des représentants des partis de l'opposition, comme ça existe au Gabon, dans d'autres pays en Afrique. Est-ce que le dire comme ça, Maurice, il n'y a pas une sorte de rassurer les jeunes. Je vous en prie, vous allez parler. Il n'y a pas une sorte de contradiction, justement. Reconnaissant que l'ELECAM n'a pas encore atteint son organisation optimum et dire aux gens, allez vous inscrire quand même, malgré le fait qu'on reconnaisse que l'ELECAM n'est pas vraiment ce qu'il faut. Pas du tout, je vais vous rassurer. Aller s'inscrire, c'est de se mettre en position de pouvoir faire. Oui. Ça veut dire que si à la dernière minute, vous n'êtes pas satisfait de la règle qui régit tout cela, vous n'allez pas. Et donc, vous serez compté parmi, dans le pourcentage de l'abstention. Mais si vous n'êtes pas inscrit, on ne vous connaît même pas. Vous n'allez même pas être... Vous n'avez aucune action, vous n'existez pas, vous n'êtes pas un citoyen. Donc, dans tous les cas, le préalable, c'est l'inscription. Maintenant, le combat que tous les acteurs politiques doivent mener pour que le consensus devienne meilleur, ce combat-là doit être mené. Personne ne dit qu'il ne doit pas être mené. Si on est passé de ELECAM 1 à ELECAM 2, on peut passer à ELECAM 3. On va bien sortir le sujet. D'accord. Ok. Et à la dernière réunion qui s'est tenue à Daïdo, que ELECAM a tenue pour notre département, je pense qu'il a été clair que beaucoup d'hommes politiques ont des attentes. Et ces attentes ont été exprimées. Et je pense que ELECAM a pris note. Et que ce n'est pas pour jouer qu'ils étaient là. Donc il faut faire confiance à l'avancement, même s'il n'est pas aussi rapide que le souhaiterait notre ami M. N'Djamène, mais l'avancement est là. Et la possibilité d'aller de mieux en mieux existe. Mais encourager les gens à aller s'inscrire. C'est le premier discours, la première recommandation. Maintenant, le RDPC a fait ses 6 millions. Battez-vous pour les 5 millions qui restent. C'est ça, jamais. Je crois qu'il faut en rire plutôt que de pleurer, de ce que vient de dire honorable Marlise. En fait, c'est pour amuser la galerie. Voyez-vous, oui, on est assez coutumier. Oui, mais parce que c'est simple. Pour faire les 6 millions, comment le RDPC a procédé? Le RDPC a commencé d'abord par dire que la carte d'identité était gratuite. Et donc a permis, en croyant que ceux qui se sont inscrits là, c'était son électorat. Mais malgré ce score, malgré cette inscription-là, le RDPC a été battu. Très bien. Allez-y, M. Saint-James. A été battu où? À quelle élection? Albertine. Mais elle est battue, si elle est battue quelque part, elle est battue. Je vous en prie. Mais alors ça veut dire que la démocratie existe? Non, ça veut dire que la démocratie avance. Elle avance, d'accord, elle avance, je suis d'accord. Nous sommes des présidents pour qu'elle avance plus. Je vous en prie, Célestin Djamel. Il y a une énorme contradiction sur ce plateau, je suis désolé de le dire, concernant les postures. Albertine Bichaga, est-ce que vous investirez dans une compagnie aérienne qui est toujours en retard, dont les avions sont toujours en panne, qui ne respecte pas son personnel, qui n'inspire aucune confiance? Est-ce que vous investirez dans cette compagnie-là, même s'il est de notoriété qu'il faut mettre beaucoup d'argent dans une compagnie aérienne?
La réponse, évidemment, à mon sens, est non. On ne peut pas investir sur les inscriptions massives, sachant bien que les résultats finaux seront ceux qui ont toujours été et ce que veut le système. Il y a deux choses. Soit la loi électorale est centrale, est primordiale, et dans ce cas-là, on exige d'abord que les règles du jeu soient établies de manière équitable et consensuelle. Nous y avons rappelé à plusieurs reprises. C'est essentiel pour moi. Ou on considère qu'elle est secondaire, et dans ce cas-là, on se dit, bon, ben, de toute façon, allons-y quand même, allons conquérir nos sièges. Mais dans ce cas-là, ne dites pas qu'en tant qu'acteur politique, vous voulez le changement. Ils veulent peut-être une amélioration des sièges, peut-être passer les 18 députés à 24 ou à 26, peut-être, je suis d'accord. Mais pour changer l'ordre des choses, c'est-à-dire que renverser le système, contre lequel je me bats depuis des lustres, c'est impossible avec cette loi électorale. Vous imaginez un peu que, avant 2017, vous croyez que c'est les animaux qui votaient? Les gens étaient inscrits. C'est les êtres humains qui votaient. Et M. Biya a été battu, dans les urnes en tout cas, avec le peu d'inscrits qu'il y avait. Qu'est-ce qu'on vient nous raconter aujourd'hui qu'il faut davantage d'inscrits pour gagner? C'est une telle fumisterie que je n'arrive même pas à comprendre que les Camerounais vivant au Cameroun puissent penser cela. Ayez 20 millions d'inscrits. Je vous assure que le dépendant Molle 2018 vous dira que je lis ce que je vois et qu'il va proclamer son employeur vainqueur. Donc ils ne veulent pas le changement. Ils veulent une amélioration de leur pourcentage à l'Assemblée nationale. Ça c'est clair. Maintenant je veux dire que, sur ce qu'a dit Lipan tout à l'heure, sur le discours du chairman, en 2013, on avait l'ancien fichier pour les sénatoriales, avant avril. Le chairman a dit, je ne sais pas si dans ces conditions on peut aller s'inscrire. Il n'a pas dit, n'allez pas vous inscrire. Il a exigé la refonte pour que les anciens conseils municipaux qui étaient majoritairement RDPC puissent se représenter au suffrage des Camerounais afin qu'on ait de nouveaux conseils municipaux. C'est ce qu'il avait dit. Et qu'est-ce il qui n'a a pas changé? dit, n'allez pas vous inscrire. Qu'est-ce qui a changé? Bon, je termine en disant ça. On va sortir une minute. Aujourd'hui, il Une faut minute. qu'on arrête. Moi, je dis ici aujourd'hui que tout le monde l'a rappelé, en tant que citoyen, le droit de vote, même parfois un devoir comme en Belgique, est sacré. Mais cependant, nous sommes conscients du pays où nous vivons. Nous savons qu'ici, le président du RDPC a mis tellement de milliards dans ce compte. Il a placé ce gens à tous les échelons que vous rêvez en couleur. Très bien. En pensant que M. Biya va vous donner la victoire en 2018, c'est du n'importe quoi. On sort rapidement. à la conclusion, 30 secondes, oui, bien est-ce sûr. que vous êtes inscrit sur une À la liste conclusion, électorale, monsieur Diallo? à la secondes. à la conclusion, vous rêvez, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le SIF qui rêve. Bien. Donc, les Camerounais prennent note que le SIF rêvez ne en rêve couleur. plus. Bien. Le SIF ne rêve plus. Non, j'ai pas dit ça. Conséquemment, donc, c'est le MP, tellement vous rêvez que vous êtes là où vous êtes. laissez-moi s'être arrêté. Conséquemment, le SIF. Le SIF a encore des militants, Vous monsieur. avez 20 secondes, vous en Permettez que je termine. On Nous avons encore des militants, on nous. termine, s'il vous plaît. Je permets. Permettez. Conséquemment, les téléspectateurs notent que, passé de 43 députés à 18 députés, N'Djamène se parle à lui-même. En fait, il parle à sa formation politique. Il ne parle pas aux Camerounais. Je parle du système électoral. Laissez que je termine. Système. Oh non, bien entendu. Je dis que parler de 43 des partis de 43 députés à 18, N'Djamène se parle C'est à le lui-même. système, c'est le Ça veut dire que système. ce système, le SDF est victime de ce système. Pas du tout. On est Mais victime. Nous sommes victimes. curieusement, ce mariage incestueux Il n'y a pas de mariage incestueux. entre le RDPC et le SDF feront ce qu'il faut décourager l'ensemble des Camerounais. Très bien. Non, ne découragez pas la jeunesse, il faut aller Pour un parti s'inscrire. dirigé par Parce que un le ancien RDPC et Pour un le parti SDF n'ont dirigé plus par un ancien parti du qualité, n'ont plus la RDPC. qualité de développer un C'est quand même discours assez rigolo. cohérent, conséquent. Merci. Deuxième sujet, Voilà. je vous en prie. L'autre sujet qui nous intéresse donc ce dimanche, c'est, je le disais, cet autre épisode dans l'affaire Aya Paul Abinet, le magistrat Oriachi, mis à la retraite lors du dernier conseil de la magistrature et détenu depuis le 21 janvier 2017, qui a saisi le groupe de travail de la détention arbitraire du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme cette semaine afin que celui-ci constate et déclare arbitraire sa privation de liberté. Edmond Kamga, quelle lecture vous faites de ce nouveau tournant dans le cadre de cette affaire assez délicate, je dirais? L'affaire Paul Aya Abiné, nous l'avons généralement dit sur ce plateau, connaissant les conditions, non seulement d'arrestation et de détention de ce haut magistrat hors hiérarchie. On sait que ça s'est passé en violation de la loi. L'arrestation, c'était en violation de la loi. Et les conditions de détention, ils s'en plaignent chaque jour face aux médias. Aujourd'hui, qu'ils sollicitent, n'est-ce pas, le groupe de travail de l'ONU, est une stratégie formidable. Parce que d'autres responsables
politiques de ce pays qui ont été embastillés. Je citerai seulement 2 cas. Le cas Marafa, le cas Paul-Éric Nguyen. Cette structure-là leur a donné raison. Et je peux vous dire ici que le groupe de travail de l'ONU n'est pas une structure de complaisance. C'est une structure qui travaille sur la base du droit international. Avant de prendre une décision, le groupe de travail sollicite. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le principe de contradictoire. C'est-à-dire que chaque fois que le plaignant, celui qui a demandé, comme Paul Aya Abiné sollicite, demande que cette structure constate que sa privation de liberté est arbitraire, va interpeller le gouvernement camerounais, c'est-à-dire qu'il va se rapprocher du gouvernement camerounais pour demander la version du gouvernement camerounais par rapport à ce cas précis. Et c'est sur la base d'un échange contradictoire qui peut durer un certain nombre de temps qu'à la fin, ce groupe de travail prendra une décision, comme on l'a vu dans l'affaire Marafa, comme on l'a vu dans l'affaire Paul-Éric Nguyen. Et s'il est démontré que son arrestation et sa détention sont arbitraires, et je peux vous garantir ici que la décision sortira. Et puis, si on s'en tient simplement, sans rentrer dans les détails de l'affaire, en considérant seulement les conditions de son arrestation, je peux vous dire que Paul Aya Abiné a trouvé une belle astuce, une bonne voie pour sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Parce qu'au niveau interne, je vous assure, c'est kafkaïen, c'est complexe, c'est étrange. J'allais même dire que c'est absurde et incompréhensible pour un avocat général de la Cour suprême qu'on a fait partir en retraite dans les conditions que l'on sait. Ce n'est pas bon pour l'image du Cameroun à l'extérieur. Marie Dolabel, cette plainte à l'international vous semble-t-elle justifiée aujourd'hui? Comme introduction, je dirais que l'état de droit est une condition, j'allais dire, incontournable. Et c'est très précieux pour tous ceux qui, dans leur métier, puisque M. Paul Aya Abiné est un homme politique, dans l'exercice de notre métier de politicien, nous sommes et nous serons appelés régulièrement à prendre des positions qui peuvent ne pas plaire aux uns et aux autres. Et souvent, c'est l'exercice ou alors la réalité de cet état de droit qui protège les personnes ou les personnalités que nous sommes. Maintenant, c'est quand même un très grand magistrat qui connaît parfaitement le système et qui a eu lui-même à faire un certain nombre de choses. Maintenant, qu'il ait sollicité le groupe de travail, c'est un instrument de plus. C'est un homme armé, je veux dire que ce n'est pas un citoyen lambda qui ne sait pas par où commencer et par où finir. Il connaît toutes les armes qui sont à sa disposition. Il connaît exactement ce que lui-même a fait. Et bon, ce que moi je voudrais, c'est que le droit soit dit. Parce que quand le droit est dit, ça protège l'ensemble le pays d'un certain nombre de dérapages. Manifestement, le droit, il n'est pas dit à l'intérieur du pays. C'est pour ça qu'il fait recours à ce groupe de travail, à l'ONU. Qu'est-ce que vous en pensez? J'imagine qu'il a épuisé. J'espère qu'il a certainement commencé par le pays, par le gouvernement, à essayer peut-être de faire du lobbying, à essayer d'expliquer sa situation, etc. Peut-être que ça n'a pas prospéré. Et il s'est donc trouvé dans l'obligation d'aller chercher de l'aide ailleurs. Maintenant, je ne m'inquiète pas beaucoup de sa situation parce que c'est un homme politique, il sait ce qu'il faisait, il sait ce qu'il voulait. C'est un magistrat aussi, mais c'est d'abord un homme politique au jour d'aujourd'hui. Célestin Djamène, un magistrat Oriachi qui fait quand même recours au groupe de travail au commissariat de l'ONU sur les détentions arbitraires, la symbolique elle est forte. Oui, c'est vrai que M. Paul Aya Abiné est magistrat, mais il a d'abord été un député du RDPC de la Magno. Vous savez tout le sort qu'il a subi quand il s'opposait à la modification de l'article 6.2 qui a valu au président de son parti, n'est-ce pas, de se reconduire indéfiniment et se pérenniser au pouvoir. Et il a créé son parti. Maintenant, il a été nommé haut magistrat à la Cour suprême. C'est pas n'importe qui, magistrat hors échelle. Donc protégé par l'immunité de fonction, s'il vous plaît. Or, ce magistrat hors échelle a été enlevé à son domicile par 6 hommes armés et cagoulés, dans une république qui se veut laïque, de droit, etc. Un haut magistrat enlevé chez lui, incarcéré depuis 200 jours, pratiquement 6 mois, sans inculpation. Bien sûr, la presse a parlé parfois de séparatistes, président du SINC, etc.
Mais il n'y a pas d'inculpation officielle. Depuis 200 jours. Il a épuisé toutes les voies de recours internes, alors même qu'il est haut magistrat, donc protégé par son immunité. Rien. C'est donc la raison pour laquelle il a saisi l'ONU, le groupe de travail pour le droit de l'homme. Et je suis époustouflé de voir que dans un État, le chef de l'État, qui est président du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, puisse mettre à la retraite anticipée un magistrat d'à peine 74 ans, alors même qu'il y a des gens, des personnes plus âgées, dans le même corps que lui. C'est un acte politique. Ici, nous parlons de droit. Si les droits d'un haut magistrat sont aussi bafoués, que pensez-vous du reste? Ce qui est vrai du code électoral, du système, légalement, pour les opposants politiques. Et il faut défendre les valeurs. Nous sommes en politique pour défendre les valeurs que le RDPC a foulé aux pieds depuis belle lurette. Donc moi, je dis ici que M. Polaya a eu des malaises cardiaques à répétition. Il est malade en ce moment. C'est ses enfants qui ont saisi l'ONU. On espère bien que, comme dans le cas de Polirkio, dans le cas d'Abemoukon, perd son âme, il pourra, n'est-ce pas, infliger des sanctions concrètes à l'État du Cameroun. Alors, pour vous, c'était la seule option qui restait donc à ce magistrat? Mais bien sûr, puisque sur le plan interne, il a épuisé toutes les voies. Donc moi, je dis qu'aujourd'hui, il faut se battre sur les valeurs républicaines. Et pas simplement aller aux élections pour le plaisir d'y aller. C'est ça le problème du Cameroun. Aujourd'hui, les gens veulent gagner 1 million par mois, 1 million d'heures. Ils ne se soucient pas du sort des Camerounais. Voilà le problème. Et si on revient à l'histoire de 11 millions, 15 millions d'inscrits, c'est la même rengaine. C'est la même rengaine. Donc là, c'est pareil. Voilà un magistrat victime, n'est-ce pas, simplement de ses opinions. C'est intolérable. Il est résident. Non, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention. Parce que l'identité remarquable de ce système dans sa communication, c'est généralement remplacer Pierre par Paul, si tant est que ça les sert. Lorsque M. Polaya était un haut magistrat, je pense qu'il a mis entre parenthèses sa carrière pour être député du RDPC. Par la suite, il a posé un certain nombre d'actes en tant que député de la nation qui n'étaient pas de nature à aller dans le sens de la majorité RDPC qui était très obèse. Nous ne comprenons pas trop bien pourquoi un seul député qui les échappait les embêtait tant. Un seul député. Je ne comprends pas trop bien. Maintenant, je continue en disant, dès lors, il a démissionné, il a créé un parti politique. C'est à ce titre, où je ne sais pas, en tenant compte de ce nouveau titre, qu'il a été nommé avocat général hors hiérarchie. Donc, on ne peut pas venir nous dire aujourd'hui qu'on ne savait pas très bien que c'était un magistrat adoubé d'une casquette politique. Je ne comprends pas trop bien l'analyse de Malice. Je ne comprends pas trop bien. Parce que c'est après qu'on l'a nommé. Donc par conséquent, on savait bien qu'il était un magistrat, mais qui était un homme politique. Et voyez bien la duplicité qu'il y a. Vous êtes un homme politique, député, vous faites attention à votre carrière. Vous êtes un leader de parti, bien entendu, un homme politique, on vous nomme dans vos propres fonctions. On sait bien qu'il n'y aura pas d'étanchéité dans vos actes au quotidien. Dès lors que vous êtes une opinion, dès lors que vous êtes un leader d'opinion, de société, quand vous êtes un homme politique. Et un leader de droit, ou du moins un juge de droit lorsque vous êtes magistrat. Donc, c'était difficile pour lui de faire l'équilibre entre les deux. Donc, très vite, le RDPC, dans sa stratégie habituelle, son subrepticement à habiller les situations très complexes, a trouvé que Polaya est arrêté ici sous le prisme d'un homme politique. Mais que le chef de l'État agit en le mettant en retard sous le prisme de l'avocat. Donc vous voyez que c'est tellement subtil que dès que vous mettez l'équilibre à gauche, ça devient comme la pédagogie et la démagogie, qui est un exercice très équilibré au RDPC. Lorsqu'ils sont d'accord avec toi, vous êtes dans la pédagogie. Lorsque vous êtes d'accord avec eux, vous êtes contre la pédagogie. Mais mon ami Djamel... Tu comprends mieux le code électoral maintenant? Non, monsieur, mon ami Djamel, je voudrais dire que... Je ne me contredis pas. Non, je ne me contredis pas, monsieur Djamel. Si vous voulez qu'on fasse... C'est subtil. Mais non, mais laissez que je termine. Non, non, monsieur... Laissez comprendre que tu ne comprends pas. Laissez que je dise... Non, mon ami Djamel, je n'aime pas, ou du moins, je ne souhaite pas que l'homme, en principe, me ramène à un sujet passé. Parce que le SDF n'est pas un exemple en tant qu'acteur politique. Vous et moi, attendez, vous et moi, nous sommes conseillers municipaux à la mairie de Douala. Premier, on n'a qu'à regarder nos actes
d'élection, nos actes de vote pour savoir celui qui est plus opposant ou celui qui fait le plus opposition que l'autre. On peut le voir, et le moment du bilan viendra, vous verrez que le mariage est incestueux entre le RDPC et le SIF, on n'en a plus besoin. Que ce soit le RDPC, que ce soit le SIF, on n'en a plus besoin. Vous ne pouvez pas continuer à prouver en permanence les gabégies du RDPC et venir sur les plateaux dire que M. Bien est mauvais. Quand vous le votez à l'Assemblée, quand vous le votez dans la municipalité, quand vous le votez dans toute sa gestion, vous dites que le RDPC est mauvais. Le RDPC n'est pas mauvais. C'est vous qui êtes mauvais. Je vous en prie. Très bien, on reste sur l'affaire Paul J'ai suffisamment d'éléments contre Est-ce qu'on reste sur le sujet? Avec Edmond Kamga sur le sujet Paul Aya. On a un exemple en démocratie. Je vous en prie, il faut être un exemple. Comment comprendre cette multiplication, s'il vous plaît? Multiplication donc des saisies du groupe de travail de l'ONU par des Camerounais qui sont mis à mal dans le processus judiciaire au Cameroun. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Il n'y a pas que Ayapol, aujourd'hui vous avez cité d'autres cas, vous avez cité Marafa Amdia, vous avez cité Paul Erikingai, il y a même aussi, il me semble, Thierry Atangana. Comment comprendre tout cela? Il y a une série de cas qui montrent à souhait qu'il y a un problème avec la justice camerounaise, notamment avec des personnalités qui sont interpellées dans le cadre de procès. On connaît le cas du TCS. Il y a l'opération Épervier qui encadre, n'est-ce pas, toute cette opération-là. C'est nous, dans la presse, qui avions appelé ça opération Épervier. Mais on voit bien que, selon les cas, les procès ne se ressemblent pas. Selon les individus, selon les personnalités, les affaires ne se ressemblent pas. Et chaque fois que des personnalités se rendent compte que la situation tourne en rond, ou alors qu'elles n'ont pas, ou presque aucune chance de s'en sortir dans les voies d'une justice normale, alors les gens cherchent, je n'appelle pas ça une échappatoire, mais ils cherchent un exutoire, ils cherchent une possibilité où ils pourraient obtenir la justice. Et le droit international le permet, parce que le Cameroun est membre de l'ONU. C'est pour cela qu'un citoyen, une personnalité, peut requérir, saisir l'ONU pour obtenir justice. Justement, ce groupe de travail dans le cas Ayapol, où il n'y a pas du tout de procès. C'est peut-être la différence avec les autres affaires. Les autres personnes qui ont saisi ce groupe-là, il y avait déjà un procès en cours, mais dans le cas Poyala, il n'y a pas de procès. Effectivement, c'est la différence. Comment est-ce qu'ils peuvent procéder? Dans les autres cas, il y avait des procès en cours. Dans son cas, il n'y a pas de procès du tout. On ne sait même pas formellement, de manière officielle, quels sont les motifs, les chefs d'inculpation. Comment il va donc procéder, ce groupe? Comment il pourrait procéder, ce groupe de travail de l'ONU? Non, mais le point est clair. Ce groupe de travail travaille sur la détention arbitraire. Ça, c'est la ligne de... Ça, c'est le domaine de définition. C'est-à-dire, elle se charge de la détention arbitraire. Oh, il se trouve en détention. Est-ce que c'est arbitraire ou pas? Très bien. Il revient au gouvernement camerounais de le dire. Il revient au gouvernement camerounais de le dire. C'est ce que j'ai rappelé quand on a commencé cette thématique. J'ai dit que Paul Aya Biné a été enlevé et détenu arbitrairement, illégalement. Le motif pour lequel il saisit l'ONU, c'est pour enlèvement et détention arbitraire. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'incrimination, il n'y a pas d'infraction reconnue par l'État du Cameroun. Donc ce monsieur est séquestré, tout simplement. Moi je dis, le fond du problème, c'est toujours le système. Nous sommes dans un État multipartite et pas démocratique. Les gens continuent à croire que nous sommes dans un État démocratique. Quand on dit État de droit, mais c'est où l'État de droit? Rappelez-vous ce qu'a suivi M. Etonde Ekoto. 8 années blanches pour après le blanchir comme ça, sans aucune indemnité. Rien du tout. Paul Erikingai, Albert Moukon, Lapiro de Mbanga, vous croyez que nous sommes dans un État démocratique? C'est pareil pour le code électoral. On n'est pas en démocratie. Il faut que les gens comprennent cela. Inscrivez-vous comme vous voulez, mais vous n'aurez rien. Tant qu'on ne combat pas le système qui est en place, on ira nulle part. Au moins, il a évolué. Maintenant, il dit qu'on va s'inscrire, mais on n'aura rien. Bon, maintenant, il avance quand même. C'est déjà ça. J'ai noté qu'il avance. Non, avant sur le travail, il va finir par avancer. Très, très mal. Il va avancer. Avant sur le travail, il va finir par avancer. Je me comprends à l'envers. On a essayé de rappeler tout à l'heure que Ayapol Biné était un homme politique. Vous avez justement insisté. Alors, ça veut dire que selon vous, nous sommes là dans un problème politique, comment dire ça, dans une affaire politique. Son arrestation est politique, selon vous? Sans que je sois un expert dans
sur ces Je vous questions-là. demande Plus de 6 mois, c'est du droit, le malice? Non, excusez-moi. Détendu? Depuis le 21 janvier, il est en détention. Je voulais donner un point de vue. C'est Très modéré, je vous sais. votre point de vue. Mon point de vue Ce ne serait pas facile, en est tout cas. simple. Monsieur Aya est un homme politique. Maintenant, il a un métier de base. Comme moi, je suis manager des RH, c'est mon métier de base, mais je suis femme politique. Et quand je pose des actes politiques qui peuvent être interprétés comme, j'allais dire, dangereux, entre guillemets, c'est normal que le procès qui suit soit c'est politique. Donc, pour Les vous, actes le dangereux. procès, c'est Quels sont les actes politique. dangereux? Pour moi, L'arrestation de Paul Ayamine est politique. Pédagogie et démagogie. Oui. pour moi, c'est limite. Maintenant, l'État du Cameroun va être interpellé. Mais quels sont les actes dangereux, honorable? Je vous en prie. Comment? Quels sont les actes dangereux Qu'il a posé. Là, c'est la Vous pédagogie. alléguez. C'est pas moi qui juge. Mais vous Voilà, là, alléguez. c'est la pédagogie. Là, c'est la démagogie. Quels sont les actes? C'est la Arrêtez de démagogie. tourner en Quels sont les éléments? C'est la Vous démagogie. n'allez pas tourner en Maurice. Les actes Non, franchement. politiques dangereux pour moi, c'est ceux qui atteignent à la sécurité, à la paix, au vivre ensemble, c'est ce qu'il a posé. etc. Non, je ne sais pas ce qu'il a posé. Ah, ben. Je ne sais pas. Je voudrais avoir ici l'humilité de dire que ce n'est pas parce que je viens sur un plateau de télé que je suis expert de toutes les questions. Merci. Hein, n'est-ce pas? Merci. Donc là, ce qui me préoccupe, c'est simplement que c'est un homme politique. Il est en difficulté. Pour cette- Notre cette position politique. notre État doit prouver qu'il est un État de droit et donc préserver... Le chemin est encore long. Non, le chemin n'est pas long. Très, Le très chemin, long. là, je dis que le chemin n'est pas Un long. C'est mon magistrat point de aurait chef vue. détenu illégalement dans un pays, un état de Excuse-moi, droit. comme tu vas c'est pas certainement possible. prendre part aux élections. Alors, quand tu dis je souhaite qu'un acte pour dangereux, toi, oui. un acte dangereux, Mais ça existe, mais les actes cible les actes dangereux. dangereux. Ça existe. L'État ne l'a même pas accusé. Mais moi, je dis Aucun que je ne procureur sais ne pas. l'a S'il vous accusé plaît. formellement. Il a dit Il qu'on est va sortir séquestré. sur le Alors sujet. non, je Il est voudrais séquestré répondre. pour la- Allez-y, il faut je le voudrais libérer qu'il pour se la calme laminer. d'abord. Je voudrais qu'il se calme. Calmez-vous, monsieur Non, Ndiamé. je suis tout On a fini Et presque. laissez-moi Vous terminez. et laissez-moi terminer pour dire que j'ai dit qu'un homme politique pose des actes. Ces actes sont appréciés. Je n'ai pas dit que M. Ayapol a posé des actes dangereux. Donc ne m'amenez pas sur Non, des vous avez dit sentiers actes dangereux. signeux du SDF ou qui ne s'en sort Pas pas. du tout, les uns dans n'ont rien ces- à voir. Très bien. Malheureusement, on arguments va arrêter cette bizarres. émission-là. On aurait dû continuer, mais on me fait signe que le temps qui nous est imparti. Oh, arrive c'est à sa- pourquoi on n'a à pas sa- parlé des salaires. À sa fin, on aura d'autres débats pour parler des salaires et toutes les autres questions qu'on n'a pas pu aborder. Merci à vous d'être venus, chers panélistes, et à vous, chers administrateurs, de nous avoir suivis ce dimanche. Bon dimanche à tous.